Donc, alors, Dauphin Architecture. Alors c'est une aventure de 15 ans, on va dire, avec des amis. Voilà, on était étudiants, on était montés en association et voilà, on s'est fait beaucoup sur des projets plutôt de concours et d'idées. Voilà, donc c'est ce qu'on développe quand on est étudiant à l'école d'architecture, c'est une pensée sur l'architecture. On n'est pas encore vraiment dans le savoir-faire, enfin dans la spécificité des mises en œuvre de la construction. Même si ça change, j'ai bien le sentiment aujourd'hui. En tout cas, il y a une conscience qui est beaucoup plus aiguë sur la façon dont on construit, voilà, sur cette ressource qui n'est pas inépuisable. Enfin voilà, il y a une conscience qui s'éveille, en tout cas à ce sujet-là, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc on va dire que nous, on s'est fait nos armes par la suite. Mais à travers des événements comme celui-ci, des chantiers participatifs, en faisant des installations aussi, des rencontres. Et petit à petit, on s'est dit, mais en fait, il y a vraiment d'autres façons que de faire des murs en 20-30 cm pochés en noir qui s'appellent béton. Voilà, on va dire que et donc la conscience, on va dire, est venue chemin faisant par des rencontres et à travers nos projets. Donc on a commencé sur des petites échelles. Donc ça, enfin voilà, on s'est amusé de façon très sommaire à illustrer. Dans 15 ans, il s'en passe des choses. On en a fait des projets. Et, voilà, ça a commencé sur des choses très modestes. Ça s'appelait des petites installations. Avec beaucoup d'entrain, on partait en disant on va couper du bois sur place, qu'on va laisser composter après in situ. On va bâtir des murs en pierre ou en terre. Et voilà, qui n'avaient pas de destination, enfin d'usage spécifique, c'est-à-dire c'était plutôt des installations et que c'était une façon de nous confronter à la matière. Et très vite, on s'est dit, si on y arrive à faire ça à petite échelle, pourquoi on ne le ferait pas à une plus grande échelle, aussi simplement, quoi. Voilà, parce que c'était enthousiasmant, déjà. Et donc, ça va être justement un des premiers projets qu'on va vous présenter après, qui est ce qui nous a un peu... on est passé voilà, de l'installation à un projet d'habitat participatif collectif où on a mis en œuvre, on va dire, tous ces matériaux. On va vous illustrer. Sachant que ce qui nous reliait autour de cette conférence, c'était de savoir en fait dans quelle mesure les matériaux naturels créent du lien et de la créativité. Voilà. Exactement. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Boris après les... Vas-y. Donc, alors moi j'ai eu un parcours j'ai rejoint les architectes anonymes il y a 5 ans. J'ai eu un parcours plutôt classique, donc en sortant de l'école, de rentrer dans une agence d'architecture sur Biarritz. Et donc effectivement, comme disait Hugues, on travaillait on se posait pas la question de la construction trop à l'époque. On était très standardisé. Même si à l'école, j'avais été très sensibilisé par un certain prof, je crois que ça s'appelait Saliège, on avait des super cours de construction avec un prof qui était charpentier, qui était devenu architecte, et donc où j'avais trouvé une sorte d'évidence dans l'utilisation du bois et de la construction bois, et qui aussi nous proposait aussi des systèmes D aussi pour traiter les systèmes acoustiques, où il mettait des plaques de BA13 sur les planchers juste pour faire l'acoustique avec des choses très simples. Donc il y avait une sorte de pragmatisme qui était assez intéressant. Mais après la vie active, sortie avec le diplôme, vie active, donc rentrer dans une agence et faire du bâtiment public, de la maison individuelle, du classique, mais avec quand même une notion, à l'époque on était très concentrés nous sur l'usage. Enfin moi et l'agence dans laquelle je travaillais, on était vraiment sur l'usage, on travaillait vraiment sur ces espaces qui allaient accueillir le vivant. Donc on faisait beaucoup de logements sociaux, un peu d'urbanisme, et donc de fil en aiguille, ensuite quand j'ai quitté cette agence, j'ai retrouvé Laurent Borotra qui avait créé les architectes anonymes, et on s'est retrouvés à deux et on a continué sur ce système-là. Et à ce moment-là,
juste au moment où j'ai rejoint les architectes anonymes, j'ai construit ma maison en rencontrant un copain qui avait fait archi aussi et qui était charpentier et qui était dans le Trièves et qui s'était lancé dans la paille et dans la construction paille. Donc j'ai tout de suite, à ce même moment de transition, je me suis lancé dans la construction paille de ma maison sans avoir jamais vu un ballot de paille. Donc, et c'est là où, voilà, je vais vous montrer le premier projet, qui n'est pas celui de ma maison, mais le premier projet que j'ai utilisé en tant que maître d'œuvre, mais qui est l'issue de tout un parcours à partir de cette maison-là jusqu'à celle qu'on a fait. Et donc ici, donc, pareil, depuis ces 15 ans, donc c'était un peu l'agence, l'écoquartier, effectivement elle fait mal, l'écoquartier de Seignos, voilà, tout en bois, qui date de 2010, lorsque j'étais dans l'ancienne agence. Et après, ça c'est avec les architectes anonymes un peu, le travail qu'on a continué à faire sur le bois, donc avec l'accueil de jour Alzheimer de notre maison à Biarritz. Le travail aussi sur, voilà, un peu sur l'urbain, sur des pièces urbaines où le vivre ensemble est primordial, et on travaille beaucoup d'abord sur cette thématique-là avant de passer sur le construire, sur le bâtir. Des projets en cours aussi, alors la rénovation, ayant fait mon diplôme sur le centre ancien de Bayonne, j'ai appris énormément de la construction naturelle en travaillant sur des immeubles du 17, 18, 19e à Bayonne en rénovation, et comment justement venir sur comment les éco-réhabiliter, aujourd'hui on appelle ça comme ça, mais comment venir s'inspirer des matériaux et des fonctionnements des murs et des enveloppes et le retranscrire. Donc là on a une opération assez conséquente sur l'îlot 45 à Bayonne, qui comprend 6 immeubles avec un curtage, et c'est assez impressionnant, c'est toujours... une grande excitation d'aller sur ce chantier-là chaque semaine. Et voilà, d'autres thématiques, voilà, l'arbre dans le bois de Hinx, un observatoire qu'on est en train de faire, et puis les chanvres de l'Atlantique aussi, qui est aussi un peu un aboutissement majeur et une rencontre assez forte avec la terre, avec l'outil-terre que je connaissais un peu moins. Voilà, sur un ensemble de choses. L'extension du siège de Bilta Garbi aussi, qu'on a voulu tout en béton végétal et enduit terre, qu'on est en train de réaliser en ce moment en chantier. Voilà. Et donc ce que je disais aussi, le bois, c'est l'arbre. C'est-à-dire c'est un peu le matériau avec lequel on peut tout faire. On peut se chauffer, on peut se nourrir, on peut construire des planchers, des toits, des meubles. Voilà. Ça, c'est un matériau de base et qui aujourd'hui est le plus polyvalent et le plus naturel, je trouve, et le plus symbolique. Bon, là c'était juste une très rapide pour dire qu'en fait, ce que je disais, c'est qu'on s'inscrit en fait dans une dynamique en fait sociétale de la transition écologique. Et en fait, il y a eu en fait des étapes qui ont permis en fait de fortifier, de concrétiser des façons de faire de l'architecture, de faire de projets. Et donc il y a eu, depuis le Grenelle environnemental, il y a eu une succession en fait de réglementations qui a permis de cadrer notre profession et le mode de la construction. Et aujourd'hui, on est à l'époque de la RE 2020, où il y a eu avant la préfiguration qui était le plus et moins, où on intégrait la question de la décarbonation dans la construction. Et avec autour de ça plein d'associations qui gravitent et qui militent autour de toutes ces architectures en fait qu'on appelle frugales. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un grand mouvement, la frugalité heureuse et créative nationale, et donc qui encourage justement de faire moins en fait, d'une certaine façon. Il faut faire plus avec moins, voilà. Et donc, alors, après, là, on a mis 2 cartographies. C'était aussi pour montrer en fait l'évolution, par exemple, de l'habitat participatif en France. Donc là, je crois qu'il y en a une qui date de 2000, voilà. Et l'autre, elle date, je crois, de 2000. Attends, j'ai du mal à dire. Ouais, 2020. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui... donc c'était des projets en gestation, et après, voilà, petit à petit, on voit que ça commence à se répandre sur tout le territoire. Donc il y a aussi un désir d'habiter autrement, de recréer des liens en tout cas.
Donc tout ça, je veux dire que enfin, nous, on estime au sein de notre agence, en tout cas, qu'on hérite et qu'on bénéficie du travail en fait de nos prédécesseurs qui eux, ont milité pour justement construire plus sainement. Enfin, il y a eu des mouvements avant et je trouve qu'on arrive vraiment au bon moment, quoi. C'est vraiment une aubaine, hein. Voilà, donc c'est une façon de mettre un peu en perspective d'où on vient. Donc la ruche. Donc ça, c'est le premier projet on va dire un peu sérieux de notre agence d'architecture, mais qui est arrivé très vite au final. Donc c'est à Bègles, donc c'est une banlieue de Bordeaux, tissu plutôt pavillonnaire, où donc nous a été confiée la mission d'un projet d'habitat participatif de 11 logements. Donc c'était un peu nouveau pour nous, d'ailleurs parce que il est considéré comme le premier habitat participatif porté par un bailleur social, qui était Axanis à l'époque. Donc on découvre comment justement co-construire à plusieurs, c'est-à-dire impliquer les habitants dans l'acte de construire. Voilà. Bon, je vais plutôt passer, je vais vous raconter l'histoire en faisant dérouler le fil. Donc la contrainte initiale, c'était justement de faire un bâtiment. Les habitants ont demandé de faire un bâtiment en filière sèche. Donc du coup, on a répondu bien sûr en proposant de partir sur une construction bois. Et on s'est saisi de l'opportunité qu'il y avait ce groupe d'habitants qui était assez moteur. Alors il y a deux façons de faire de l'habitat participatif. Il y a soit le modèle ascendant, soit descendant. C'est-à-dire soit c'est un groupe d'habitants qui se constitue et qui désire après de s'installer ensemble. Donc après, il va trouver les financements ou un porteur. Soit ils ont les finances, soit ils trouvent un financeur. Ou sinon, il y a le modèle, on dit plus descendant, c'est-à-dire qu'il y a une institution, un bailleur social qui décide de mettre en place un projet d'habitat participatif et après on va trouver les habitants pour pouvoir le concrétiser. Donc on est plutôt dans ce cas de figure ici. Donc c'est-à-dire qu'il y avait la ville de Bègles, c'était à l'époque avec Noël Mamère. Ils ont ciblé un terrain où ils ont dit tiens, on va expérimenter de l'habitat participatif. Et donc c'était une première à la fois pour Axanis, pour la ville de Bègles, pour beaucoup de personnes. Donc ils ont pris, on va dire, il y a eu une année de constitution du groupe d'habitants, indépendamment de nous. Donc il y a eu des réunions publiques toutes les 2-3 semaines. Et donc il y a eu un groupe qui a été constitué d'une dizaine d'habitants. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont lancé la consultation de maîtrise d'œuvre pour retenir les architectes. Donc ils ont eu, les habitants à ce moment-là, une voix. Ils ont choisi, ils avaient une voix délibérative, comme Axanis et comme la ville de Bègles. Donc ils ont, on va dire, participé au choix de la maîtrise d'œuvre avec qui ils souhaitaient travailler. Je trouve ça, déjà, juste le fait qu'ils aient le choix de choisir l'architecte avec qui ils travaillent, c'est pour en tout cas du logement collectif, c'est salutaire, je trouve. Je trouve que c'est même d'ailleurs essentiel parce qu'il y a bien des projets où c'est en habitat participatif aussi, porté par un bailleur social, où c'est vraiment le bailleur qui choisit en amont l'architecte. Et parfois, il y a eu des exemples où ça s'est mal passé entre le groupe habitant et les architectes. Voilà. Même si, même là, dans ce cas de figure, c'est bien Axanis qui portait financièrement l'opération aussi. Donc c'était eux, d'une certaine façon, la maîtrise d'ouvrage. Et voilà. C'est l'ambiguïté de ce genre de montage financier. Mais parfois, quand un groupe d'habitants n'a pas les ressources financières, c'est quand même aidant de s'appuyer sur des structures comme cela. Donc, là, je raconte un peu comment ça se monte, ce genre de projet. Mais je trouve, c'est important pour comprendre que nous, on rentre en fait dans un an en fait, de constitution de groupe. Je crois que la diapo d'après en parle. Je ne me souviens plus trop comment c'est listé. Ouais. Ok. Voilà. Donc du coup, on a dû mettre en place très vite avec l'agence une méthodologie pour accompagner l'ensemble des habitants.
Donc c'est comme si on avait à peu près 11 maisons individuelles à traiter, parce qu'on rencontre chaque habitant. Et à la fois, il y a des temps de rencontres individuelles qui sont singuliers, donc qui se manifestent sous forme d'entretien individuel. Donc il y en a plusieurs au cours des phases d'études. Et après, il y a des présentations collectives. C'est-à-dire que le groupe d'habitants, il est mouvant pendant l'année d'études. Il y en a qui partent, il y en a de nouveaux qui arrivent. Donc il faut, voilà, donc des réunions publiques continuent. Donc, et pour autant, il y a la dynamique classique d'une mission d'architecte où on doit livrer des phases avec un temps spécifique. Donc voilà, donc il y a des habitants qui prennent le train en marche. Nous, on adapte le projet aussi en fonction des nouveaux arrivants. Donc ça demande, on va dire, de l'agilité, de la souplesse, de l'adaptabilité, mais qui, je pense qu'il y a une des qualités de notre profession aussi, et je pense qu'il y a une des qualités des matériaux qui sont utilisés, mis en valeur ici à la fête. T'oublies la patience. La patience, voilà. Oui, c'est ça. Et bon, en tout cas, je approche beaucoup cette démarche participative d'accompagnement des groupes habitants avec la façon dont on travaille, par exemple, la terre. Je trouve que c'est un matériau, voilà, qui comment dire, qui pardonne. Je l'appelle comme ça. C'est-à-dire, si on fait une erreur sur la terre, on peut y revenir dessus, on remouille et c'est reparti. Et c'est quelque chose dans lequel on s'adapte, on accepte des imperfections. Enfin, il y a quelque chose de très souple dans ce matériau terre. Donc en faisant connaissance des habitants, on s'est dit, en fait, surtout que là on avait un groupe, on en a fait d'autres, enfin un certain nombre de projets en habitat participatif coopératif, et on a des publics différents, enfin des publics, des habitants différents. Et là on avait essentiellement des jeunes familles ou des jeunes couples, et donc ils avaient quand même de la ressource, et ils avaient envie de mettre la main à la pâte, de participer au projet. Donc c'est du coup, assez naturellement, on en est venu au mode constructif de la construction paille et des enduits en terre que nous avions expérimenté, comme je vous avais dit précédemment, dans des installations ou des chantiers participatifs. Donc là, ça a été une bonne occasion de faire le saut en avant. Donc on va dire qu'on s'est formé un petit peu sur le mode constructif sur ce projet, avec les habitants. Voilà. Donc il y a eu tout un travail où on a fait même venir des artisans. Je me souviens, Frédéric, toi tu étais là, tu avais rencontré les habitants, tu avais présenté la construction de terre à ce moment-là. Nous-mêmes n'étions pas très spécialisés dans le domaine, on a fait appel à des compétences extérieures pour aboutir au projet. Voilà, donc le chantier participatif, donc la construction de terre et la paille, le prétexte a été le fait qu'il y avait ce groupe d'habitants en amont et qui du coup ils pouvaient y participer. Donc il fallait aussi trouver après les conditions de participation des habitants dans le cadre d'un bâtiment qui finançait, enfin c'est pas un bâtiment public, mais en tout cas il a les mêmes contraintes qu'un bâtiment, c'est-à-dire qu'il y a un contrôleur espèces sur le chantier, on rentre dans le code des marchés publics, donc ça veut dire qu'il faut qu'on justifie, que les entreprises justifient leurs salariés. S'il y a de la sous-traitance, il faut que ce soit déclaré. Enfin bon, c'est pas le chantier participatif comme on peut connaître, très spontané, qu'on peut faire entre nous, entre amis. Donc il y a un cadre. Donc faire participer des gens dans ce cadre-là, c'est pas aisé. Pour pas être déclaré comme du travail au noir. Pour pas se faire retoquer par le code du travail. Enfin tout ça. Donc on a trouvé même ces astuces-là à cette époque en faisant par exemple en demandant à ce que l'entreprise, donc on a trouvé une entreprise qui voulait bien prendre pour stagiaire l'ensemble des participants. Donc il a fait autant de papiers de stage, autant de donc on a rendu flexible, enfin on a essayé de trouver la façon d'un point de vue administratif pour répondre pour passer à travers les mailles du filet. Donc ça a été, en fait, tout ce chantier-là a été une grande fête depuis, on va dire, les études, ou en tout cas des échanges assez forts entre déjà la passation d'univers partagés entre les habitants et nous. Donc ce qui, je trouve toujours intéressant de
aussi comment dire, d'entendre le désir habitant, mais c'est important aussi qu'ils entendent aussi nos aspirations en tant qu'architectes. Il y a un équilibre à trouver, quoi. C'est pas voilà. Et l'aventure, c'est voilà, c'est ouais. Bon, je vais arrêter là pour cette diapo. Juste pour illustrer du coup les modes constructifs, parce que comme je disais, c'est on a dû adapter du coup le mode constructif, adapter en tout cas, trouver la bonne façon de mettre en œuvre la paille, dans le but justement de rendre possible ce chantier participatif. Donc on a du coup convenu qu'on allait plutôt mettre les bottes de paille depuis l'intérieur, donc on allait fermer l'extérieur par un panneau. Il n'existe plus aujourd'hui, c'est l'AGPAN, mais on a l'équivalent aujourd'hui, c'est le RWH, c'est un panneau de fibre de bois dense qui est très perméable à la vapeur d'eau. Donc on s'est dit qu'on allait fermer l'extérieur pour mettre en sécurité les participants, plutôt que tout le monde soit... Parce que on va dire la technique plus courante en paille aujourd'hui, c'est fermer d'un panneau par l'intérieur et on vient isoler depuis l'extérieur, depuis un échafaudage. Voilà, donc on voulait éviter ça, donc la sécurité primée. Donc on a plutôt opté pour ce mode constructif. Voilà. Et avec tout le travail des enduits après qui s'est fait avec les habitants par la suite. Bon, là, c'est pas un caisson bois paille dans les dimensions. Ça n'arrive pas avec le charpentier. Non. On est sur des dimensions, on pourrait croire que c'est caisson bois. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une poutre en I traversante. Enfin, c'est un montant en I traversant. Tu as plusieurs façons de mettre en œuvre la botte de paille dans l'ossature bois. Et ouais, donc toi, tu as l'ossature 45-145 classique, déportée à l'extérieur ou à l'intérieur. Là, on aurait eu tendance à le mettre plutôt à l'extérieur parce qu'on a un panneau sur lequel il faut fixer sur l'ossature. Mais l'entreprise a préféré mettre en œuvre un montant traversant de la valeur de la botte de paille qui fait 36 cm de large. Donc c'est peu courant, en effet. Donc c'est un panneau OSB qui est pincé entre deux montants bois. Ça fait un I, quoi. Voilà. Et qui est complété par un complément d'isolant en fibre de bois. Enfin bon. Voilà, donc il y a plein de suggestions. On ne va pas rentrer dans la technicité de la mise en œuvre spécifique, mais c'est... si. Voilà. Mais c'est pas ce qui a été le plus... ça, c'était une des aventures du chantier, parce que du coup, les habitants ont tous participé, donc ils ont tous au moins donné une semaine de leur temps sur ce chantier, enfin 5 jours. On a fait 3 sessions de 15 jours sur le chantier participatif, dont j'en ai fait aussi une semaine aussi, l'architecte a participé. Alors voilà, il y a eu même des élus, enfin, ça a vraiment brassé large, quoi, de mettre en place en tout cas un chantier autour d'un projet. Donc, ce que permet d'ailleurs ces matériaux naturels, fédère énormément. Enfin, ça crée vraiment... je trouve que c'est très transversal, quoi. En tout cas, sur un bâtiment un peu... On va dire qui s'inscrit dans ce cadre réglementaire. Forcément, ça a intéressé des élus, des professionnels de la construction, des ingénieurs, enfin, voilà, des étudiants. Il y a eu beaucoup d'étudiants aussi. Et des artisans aussi. On a eu des maçons qui sont venus apprendre la technique de l'enduit sur terre. Et ils se débrouillaient extrêmement bien, parce que c'est les mêmes mouvements, d'ailleurs. Bon, mais ça, voilà, c'était intéressant que tous ces gens se côtoient autour de ce mode constructif. Voilà. Donc c'était pour vous illustrer. Voilà. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de monde. Il y a eu aussi les cloisons qui étaient en torchis, les cloisons intérieures. Voilà. Donc ça a été aussi une sacrée aventure. En fait, on a mis beaucoup de choses dans ce projet. Voilà. C'est le démarrage, on est un peu fou, on se dit tiens, on va faire et du participatif, et de la paille, et de la terre, et en plus on va faire des cloisons en torchis. Et bon, voilà. Donc maintenant on commence, on va dire c'était notre grand champ d'expérimentation, et maintenant on essaye justement de mesurer où est-ce qu'on met l'effort dans chacun de nos projets, parce que c'est vrai que ça se dose tout ça, ça se dose.
Et voilà, donc là c'est quelques illustrations. Alors c'est une terre, ce qui était intéressant, c'est que cette terre aussi, parce que l'entreprise qu'il a mis en œuvre, c'était l'entreprise d'Itera avec Fabrice Tessier, que vous connaissez. Aujourd'hui, il n'a plus d'entreprise de construction terre, mais il est enseignant. Où est-ce qu'il est, pour une école du sud de la France sur tout ce qui est des modes, enfin tous les enduits en terre. Quelqu'un de très très compétent sur le sujet. Et du coup, il tenait vraiment à travailler avec la terre qui était à disposition en Gironde. Donc il y a 2 grandes veines en Gironde. Il y a celle qui vient de Gironde-sur-Dros, qui est une terre plutôt grasse et ocre, avec lesquelles on fait des briques d'ailleurs, des briques de Gironde-sur-Dros. Enfin, il y en a, voilà. Et il y a une terre qui est plutôt grise, qui est beaucoup plus sablonneuse, enfin voilà, qui est plus légère, on va dire. Enfin, je sais pas, ils ont des terminologies, on dirait des pâtissiers, ceux qui en parlent, mais c'est et qui vient elle plutôt du Barp, enfin c'est plutôt du bassin un peu plus vers le haut. Et donc il a fait une alliance de ces 2 argiles. Il trouvait qu'elles avaient chacune une qualité, donc il a fait sa propre popote. Voilà. Donc après, et donc ça fait cette couleur comme ça, un peu grisée, comme ça, enfin gris adouci. Donc il y a des habitants qui ont eu le désir de garder cet enduit visible, et d'autres qui ont mis des badigeons à la chaux, à l'argile. Enfin, chacun s'est approprié. Et chaque logement était bien singulier. Voilà. Bon, c'était pour montrer la dynamique habitante aujourd'hui, pardon. Donc maintenant, on l'a livré en 2014, ça fait 10 ans bientôt. Et c'est intéressant de voir. Ils y sont vraiment très très bien dans ce bâtiment. Ils en parlent comme. Enfin, en tout cas, à chaque fois, ils témoignent du confort en été. Chaque fois qu'ils viennent, ou des amis viennent, ils disent mais vous avez de la clim. Et non, c'est la qualité de l'isolation, enfin l'épaisseur des murs. Voilà, on connaît tous les qualités de cette composition de parois. Et après, il y a le mouvement qui est propre à une vie humaine. Hein. Il y a des va-et-vient, il y a des tensions. Ils essaient de réguler le groupe. Enfin, voilà, sur papier, ça marche très bien. Après, il y a l'humain, quoi. Voilà. Ah ouais, bon, je parle. T'as tout dit en même temps. Donc, maison que j'ai appelée, enfin que j'aime bien appeler tous ces bâtiments biodégradables. C'est vrai que c'est de la matière qui est issue du sol et qui on peut permettre d'y retourner juste en la laissant comme ça. Donc ça c'est une petite maison familiale, 124 mètres carrés, c'est la première maison et le premier bâtiment, on va dire paille biosourcée, en tant que maître d'œuvre, en tant qu'architecte. Jusqu'à présent, c'était que des expériences à la fois personnelles et des expériences aussi autour d'un bassin de plein de gens qui s'étaient mis, de plein de personnes qui s'étaient mis, de familles à construire des maisons paille entre 2010 et 2015. Sur le Pays Basque et j'étais rentré un peu dans ce circuit et dans ces liens qui étaient en train de se créer et tout le monde participait à la construction un peu de chacun à différents stades, chacun était en différents stades et chacun avait aussi une technique. C'était début de 2010, une technique paille, c'était ça, c'était du poteau-pou de bois, c'est du caisson, c'est du crêpe, c'est du voilà, et c'était assez drôle. Et voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, la structure, c'est important parce que c'est aussi une source de créativité, voilà, de mise en œuvre. La mise en œuvre, comment on va travailler, comment on va amener cette paille, et la manière dont on va l'amener, elle va être liée aussi au contexte et aux moyens qu'on a. Donc c'est un peu l'aboutissement et donc c'est Yulen aussi qui était venu. Moi je venais juste de finir ma maison et dans tout ce cercle qui s'était créé, il est venu voir et il souhaitait faire ça. Donc on est parti ensemble, on a fait un contrat de maîtrise d'œuvre classique et moi je l'ai accompagné, enfin en tout cas pour réduire un peu les coûts, je l'ai accompagné jusqu'au Ordo-Order et ensuite on est parti sur c'est lui qui s'est
entièrement tout fait avec l'aide donc de Benjamin Val aussi, qui était là pour les enduits terre, la paille, en tant que coordinateur et responsable un peu de la mise en œuvre. Et voilà, moi j'avais fini ma mission, et donc voilà, c'est un peu cette histoire un peu de la genèse, et puis après de tout le travail participatif qu'il a fait aussi avec tout un tas de groupes de copains pour amener au bout son projet. C'est une livraison en 2020, je crois que je l'ai livré lors d'Order 2018-2019. En fait, la livraison 2020, c'est lui qui a... C'est ça, ils ont habité en 2020. Donc, alors d'ailleurs, c'est à Elisabéry, à côté de Mouguer, donc d'où aussi un PLU qui nécessite quand même une certaine écriture, voilà, de type de construction, puisqu'on est au Pays Basque. Donc, alors après, toujours, avant d'aborder les matériaux et les systèmes constructifs, la première chose qu'on a l'habitude de concevoir, c'est d'abord tout ce qui est contexte, quelle va être la position. C'est-à-dire que la maison est un microclimat, le terrain dans lequel elle s'insère aussi, et donc on va travailler sur d'abord tout ce qui est organisation, paysage, donc qu'il soit urbain, rural ou naturel. Quel lien il va y avoir entre l'habitation et l'extérieur, les orientations, le soleil. Donc on travaille toujours sur ça en premier, puis après très vite on rentre dans les plans. Donc c'était quand même, il y avait très peu il y avait un petit budget, 140 000 € voilà, pour 125 mètres carrés. Il fallait très compact. Donc on a fait voilà, quelque chose de très qui était assez compliqué, parce que d'ailleurs c'est un T5 mais avec une chambre en bas. Bon. Donc on a travaillé une sorte de cabane dans la cabane, un volume très très compact et très ouvert complètement au sud, donc vers un terrain, vers une pente qui descend vers le grand paysage que l'on voit en haut à droite. Donc un système qui est très ouvert ici, avec une longue coursive, et on vient capter, en fait, la maison est un capteur, comme on a l'habitude de voir en système bioclimatique. C'est un système assez simple, assez éprouvé. Voilà, on voit un peu. Et alors après, tout est effectivement, à partir du moment où on a dépassé la dalle, tout est en bois, en terre et en paille. Donc voilà, les matières à construire, donc c'est tout simplement en haut la petite frise avec ces trois éléments-là. Donc le bois, l'ossature bois, les ballots de paille et la terre qu'on a utilisée. Et alors au Pays Basque, on a presque sur chaque site, dès qu'on fait une excavation, dès qu'on sort une fouille, on a de la terre qui sert à quelque chose dans la construction. C'est des argiles qui sont, voilà, selon les couches sur lesquelles on est, mais on peut toujours les utiliser à l'intérieur. Donc, on a en partie donc utilisé la terre du site, et aussi pour la paille, on viendra après, on a une petite histoire où on est allé justement avec Benjamin et Yulen chercher sur le bon coin des agriculteurs, trouver de la paille locale. On est parti jusqu'à Pérorade, on a fait tout un tour voilà, pour aller chercher des ballots. Donc ici un système constructif qui est, je crois, la méthode qui est au perf, puisqu'on a un système d'ossature bois avec le caisson de paille, la paille, le ballot de paille qui va être coincé dedans entre deux montants, et à l'intérieur aussi choix de la maîtrise d'ouvrage, c'était on fait toutes les cloisons en paille, remplissage paille, enduit terre à l'extérieur. Donc en fait, ça, c'est le bâtiment, la maison telle que je l'ai livrée à la fin du contrat de maîtrise d'œuvre, dans cet état-là, prêt à être habillé. Donc le chantier paille, voilà, qui est en suivant, hein, la deuxième étape, une fois qu'on a tout l'arbre est posé, on vient l'habiller, le remplir. Donc méthode pas du tout, enfin plus ou moins sécurisée.
avec des échafaudages. Voilà, et puis pareil, un système comme on faisait à l'époque, c'était des annonces, du mailing avec des journées participatives sur certains sites pour faire venir du monde, pour monter ça le plus rapidement possible. Sur les fenêtres aussi climatiques, enfin, de météo, qu'on n'ait pas de pluie, puisqu'on monte par l'extérieur, il fallait absolument monter très vite les murs en entier pour les mettre à l'abri des intempéries. Voilà, donc ça c'est tout le système sur la façade sud, assez simple et classique. Ensuite, la deuxième étape, donc encadrée toujours par Benjamin, je crois, au niveau des enduits, les projections d'enduits chaud hydrauliques sur l'ensemble des façades, puisqu'on a donc les 4 façades. Et alors à l'époque, on était, c'est pour ça qu'aussi qu'on a la façade ouest qui est en bois, on était un peu réticent, enfin, à l'idée que les enduits pouvaient faïencer, pouvaient mettre en péril la paille. Donc on était toujours sur des façades ouest, soit bardées, soit ossature bois à l'extérieur et la paille à l'intérieur. Et là, c'est ce qu'on a. On a l'ossature bois à l'extérieur et la paille à l'intérieur, donc qui est entièrement protégée des intempéries, donc pluie, vent, soleil. Voilà, d'où un peu comment les contraintes aussi viennent créer l'architecture, un peu le dessin, sans qu'il y ait besoin d'architecte finalement, presque des fois. Et donc là, le projet après intérieur avec la terre du site, donc j'ai pas les baignoires, mais on se passait aussi les baignoires de décantation dans tout le groupe. Donc il y avait tout un coin où on avait récupéré des baignoires et donc on faisait décanter la terre du site qu'on récupérait suite. Donc en général, le terrassier, on lui demandait toujours de nous mettre un tas de terre à un endroit qu'on allait réutiliser. Voilà, donc ça c'était tout le système donc de toutes les cloisons, tout était déjà partitionné en bois, déjà en ossature par le charpentier et prêt à être rempli et paillé et enduit de terre. Et à la fin, sur la dernière petite frise, vous avez voilà, les enduits, la finalité un peu des espaces intérieurs, très sobre, après ils se sont fait plein de plaisir sur les teintes, selon les espaces. Voilà. Toute petite maison très sympathique et très confortable. Alors aussi, c'est ce qu'il me disait, c'était par rapport à... C'est ce qui est incroyable aussi dans ce système constructif, c'est marrant, c'est parce qu'ils n'entendent jamais, alors qu'ils donnent ils n'entendent jamais personne arriver chez eux. Ils entendent, il y a un confort acoustique qui est fou et que je pense en milieu urbain aussi qui doit être qu'on n'a pas encore testé, mais voilà. Tout simplement. Donc là, c'est une autre typologie de bâtiment. C'est vraiment bien, c'est très complémentaire. Et du coup, c'est un internat pour des jeunes lycéens qui apprennent le métier agricole. Donc c'est un lycée, voilà, internat d'apprentis, lycée Xavier Bernard à Rouillé, enfin c'est à côté de Poitiers. Donc la maîtrise d'ouvrage, là, c'est la région. Et donc pour eux, c'était une grande première aussi de se lancer dans une construction en paille et en enduit, enfin bioclimatique d'ailleurs, parce qu'on est en ventilation naturelle, on est en géothermie. Enfin, c'est un bâtiment qui allait assez loin sur pas mal de curseurs. Et voilà, avec une enveloppe pour autant assez contrainte. Enfin, je trouve que c'était assez ambitieux à l'époque. Enfin, je ne me souviens plus trop, mais je crois qu'on a réussi à sortir un bâtiment par énergie positive. Enfin, l'équivalent c'est E4C2, mais bon, c'est un peu du jargon, mais on va dire c'est ce qui fait de mieux en décarbonation dans le bâtiment et ce qui est le mieux en termes de production d'énergie. Donc, et on avait sorti le bâtiment autour, je crois, de 1800 € du mètre carré, quelque chose comme ça. Enfin, c'était il y a quelques années déjà, hein, mais ouais. Livraison en 2018. Donc,
c'est assez la réflexion, tiens, on va passer, voilà. C'est une réflexion assez simple en tant qu'architecte. Donc ce qu'il y avait, ça c'était la vue qu'il y avait devant le bâtiment, c'est le site. Donc il y avait un champ de blé et des éoliennes. Voilà. Et voilà ce qu'on a rendu pour le concours. Voilà. Donc on s'est dit, il y a le blé à côté, donc on va le mettre en botte. Et la terre était argileuse, tout simplement. Enfin, on avait des sols argileux et on s'est dit, on va extraire la terre du site et on va le mettre dans le bâtiment. Donc on a été très, on va dire presque, c'est de la démagogie, là. Enfin, c'est de la, je sais pas. Mais pour autant, ça a vraiment percuté. Et derrière, ça soulevait aussi la question, bien sûr, de l'architecture dans l'agriculture. C'est les ressources à disposition. Je pense que ce sont les premiers dans le milieu rural qui utilisaient assez aisément les ressources à disposition. La ville en a bénéficié parce qu'il y a eu des grands mouvements de matière qui s'est déplacés vers les villes. Mais qui venait, la ressource forcément vient du milieu naturel. Et là où il est, c'est bien sûr plutôt en milieu rural. Donc il y avait cette logique constructive assez naturelle et ce bon sens en fait n'était pas, enfin je trouve que c'était d'autant plus percutant pour des jeunes futurs agriculteurs et surtout ce qui est intéressant à considérer c'est que c'est une ressource aussi disponible pour les agriculteurs, financière. On sait que eux ils vendent le blé, mais s'ils vendent aussi la botte, ça leur fait un complément de revenus intéressant. Voilà. Donc il y a on va dire des dérivés d'économie pour l'agriculture. Et du coup, c'en est devenu, bon, je vais vous expliquer un peu le projet, mais c'en est devenu un sujet, enfin c'est une matière qu'ils enseignent dans cet internat, suite à ce projet, quoi. Donc ça, je trouve que ça fait partie des petites victoires intéressantes sur sur l'action que peut avoir notre profession sur le changement de mœurs. Bon, ce que ça indique, c'est que on était dans un ensemble de bâtis déjà existants. Donc il y avait une chaudière biomasse qui était déjà existante, donc nous on s'est juste raccordé sur celle-ci. Et à disposition, du coup, on avait cette parcelle qui se retrouve ici. Donc bien sûr, nous, ce qu'on étudie, un peu comme toi, c'est on va dire les contraintes qui sont propres à un environnement. Donc on est plutôt sur une dominante est-ouest sur l'orientation, enfin le sud est en bas. Donc on est sur du sud-est, je me plante toujours sud-ouest, nord-est, voilà, sur les deux façades majoritairement exposées. Donc du coup, il va y avoir des positions et des postures aussi architecturales différentes selon l'orientation. Et avec une forte dominante vent aussi, qui est intéressante à prendre en compte, surtout qu'on était sur un lieu très dégagé. Et l'éolienne au loin, d'ailleurs, que je vous avais montré sur la première image, voilà, nous a donné des idées en disant, tiens, on va peut-être, pourquoi pas, aussi profiter de ce mouvement du vent pour faire de l'extraction naturelle, faire du tirage naturel. Donc voilà, on a mis une petite éolienne, c'était juste la petite éolienne, c'était juste pour faire fonctionner un châssis vitré pour faire une ouverture, voilà, pour faire du tirage naturel d'air. Elle n'avait pas beaucoup de voilà. C'était je pense que c'était une façade qu'on a présentée pour le concours. C'était plus l'intention qui était projetée. Bon. Donc c'est des chambres, c'est un internat, donc le programme somme toute très basique, c'est une succession de chambres, un foyer au centre. Mais bon, ce qui est intéressant d'expliquer, c'est plutôt de parler de compacité pour faire des bâtiments bioclimatiques, d'avoir une distribution efficace, pour autant de travailler aussi des zones. Nous, on aime beaucoup parler d'usage aussi, donc on travaille même l'expression des façades en fonction de la façon dont on occupe l'espace depuis l'intérieur. On aime bien s'imaginer qu'on est assis, qu'est-ce que je vois, si je suis couché. Et du coup, vraiment partir de l'intérieur, de comment peuvent vivre un étudiant ou allongé, en train d'étudier. Et on aime l'idée de dire qu'en fait, le matériau peut s'adapter aussi à ce qu'on veut en faire aussi. Enfin, on connaît comment le matériau est mis en œuvre, mais je pense que c'est vraiment aussi, encore une fois, la question d'équilibre. Il ne faut pas se laisser totalement dicter par le matériau, parce que d'une certaine façon, on viendrait à faire des bâtiments sans fenêtres, peut-être, hein. Un truc très répétitif. Mais voilà. Mais il faut aussi considérer la façon dont on vit depuis l'espace intérieur. Donc c'est vraiment cette rencontre entre les deux. Et donc si tu connais le matériau, plus tu le connais, plus tu peux arriver à l'adapter aux situations.
Donc là, on est sur cette façade justement plus ouest, plus exposée. Donc on a voulu aussi limiter les percements, qui va justement s'opposer à la façade est, qui est ouverte sur le champ, qui est beaucoup plus exposée. Bon, ça c'était juste le principe qui illustre en fait le fonctionnement du tirage avec le puits climatique, qui est distribué dans chacune. Bon, là c'est pas très révélateur, mais en tout cas, c'est chaque chambre, enfin depuis chaque espace de chambre, il y a un soufflet qui s'ouvre et qui est connecté du coup avec le couloir. Et ce couloir, lui, il est ventilé par le puits climatique avec ce tirage qu'on voit au niveau des cheminées qui participent à l'expression de ce bâtiment. Voilà. Donc les matériaux naturels est toujours une bonne occasion pour faire participer les gens. Ça fait pas des économies. Enfin, on l'a cru ça au début. C'était un des arguments qu'on utilisait pour nos maîtrises d'ouvrage en disant vous verrez, ça va coûter moins cher parce que les gens vont faire à la main-d'œuvre pas cher. Les gens vont faire. Ça permet de franchir des étapes dans les études. Et après, on s'adapte après. Mais là, c'était plutôt l'occasion d'être sur de la transmission et de l'apprentissage. Là, c'était les élèves. Du coup, on s'est dit, viens, on va faire une journée, on va faire des briques de terre crue, on va mettre quelques bottes de paille. Et donc, on a fait des sessions. Je crois qu'on l'avait fait à Sénat. Ouais. J'ai un doute. Bon, en tout cas, dès qu'on a l'occasion sur les projets où on met en œuvre ces genres de matériaux, qui est une grande partie de nos projets, on essaie de trouver une formule ou une autre où on fait participer les gens, voilà, les enfants, l'école à côté. Ça devient un support voilà, de partage. Surtout, les artisans sont super passionnés de leurs travaux en général. Donc ça se fait souvent d'un bon élan et on passe un moment très agréable. Et donc cette fameuse brique, au final, je crois qu'ils ont fini par fabriquer une seule brique qui valait le coup, les jeunes. Mais on l'a mis au centre du foyer. Enfin, c'est la seule qu'on a cirée d'ailleurs. Voilà. Voilà, ça c'était pour ce premier bâtiment. Et je vais vite parler de celui-ci parce qu'il a une analogie, parce que c'est aussi encore un foyer. Pardon, je suis un peu devant en fait. Voilà. Mais là, c'est en Dordogne, c'est un autre territoire. Mais on retrouve les mêmes principes, en fait. Alors, c'est pas qu'on dit on a une formule, on va le répéter à chaque fois. Même si les choses qui marchent bien, pourquoi pas s'en resservir. Mais du coup, la nuance se fait justement sur la capacité à réinterpréter un peu les codes d'architecture locaux. Et les matériaux, en effet, par exemple là, le bardage bois et on va dire le profil de la toiture permet en fait une grande aussi créativité. Je pense qu'il y a quelque chose qui est propre à chaque territoire, à chaque réponse, à chaque programme. Il faut vraiment être assez... Enfin bon, il y a une liberté à ce niveau-là, on va dire. Donc là, c'est une ancienne gare ferroviaire et qui accueille là aussi encore... Là, c'est des jeunes, mais pour les métiers de la bouche cette fois-ci. Et donc il y avait un ancien patrimoine voilà, de ce bâtiment-là ici, qui était un hall de gare, là où il y a la forêt sur la partie nord justement du site. Il y a des traces encore des voies ferrées qui n'existent plus. Nous, du coup, on s'est un peu raccroché à l'histoire justement de la voie ferrée, de cette dynamique, de la vitesse, enfin, de cet élément de ce bâtiment qui s'étire. Donc on a fait de ce bâtiment un peu une espèce d'allégorie voilà, avec ce profil comme ça très dynamique et avec des clins d'œil aussi. Alors je sais pas si on le montre, voilà, vous voyez, on essaie de réinterpréter parce que c'était l'idée aussi dans quoi les matériaux naturels n'est pas un frein à la créativité, mais bien au contraire. Je trouve que c'est une bonne occasion on est très libre en fait. Il n'y a rien qui nous restreint dans le fond. Encore faut-il voilà bien le mettre en œuvre. Voilà, une réinterprétation du haut vent par exemple, de l'abri, du couvert, qui est fait différemment. Voilà. Je trouve que le dialogue fonctionne assez bien. Donc Boris expliquait aussi l'importance de considérer chaque face, selon l'orientation, les spécificités. Donc voilà, on a plutôt. Donc nous, on aime bien travailler les toitures dites actives où
où chaque élément de facette de la toiture se dit des choses différentes selon l'orientation. Donc là, plutôt au nord, là où justement on a besoin d'être mieux isolé, on fait front aussi à la forêt. On a plutôt privilégié cette toiture végétalisée, avec quelques puits de captation de lumière orientés plutôt nord, à cet endroit-là. Et après, on a cette crête centrale là, qui marque qui définit ces deux toitures un peu bicéphales, avec le côté sud qui est lui plus technique, avec on traite le photovoltaïque, la géothermie aussi, la géothermie là, le panneau chauffe-eau solaire, pardon, et voilà. Donc voilà. Là aussi, on a travaillé, voilà aussi le choix des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc c'est plutôt, voilà, on travaille beaucoup avec les entreprises plutôt locales qui utilisent des mises en œuvre. Là, c'est du châtaignier, donc c'est du bois aussi qui vient de Dordogne, du coin. Voilà. Donc toujours, comme on disait, partir aussi de la cellule, de l'espace intérieur, et de dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie de voir depuis ma chambre, depuis... voilà, donc ça se décline de plein de façons. Voilà. Et c'est un projet qui était original aussi, parce que on a fait, c'est le premier projet qu'on ait fait en pisé porteur. Voilà. Donc ça aussi, ça a demandé beaucoup d'efforts, de justification pour faire la démonstration que le pisé porte aujourd'hui, même s'il y a des bâtiments qui en font la démonstration et qui tiennent, mais c'est plus compliqué aujourd'hui de le faire. Voilà. Genre, je vais juste dire un petit mot, je passe la parole parce que le temps court. Et dans les sources de créativité et de lien, on essaye aussi quand on peut de faire intervenir des artistes sur les projets. Et donc là, on avait mis en place une résidence avec un artiste qui s'appelait Geoffrey Crespel. Et on souhaitait qu'il soit là sur toute la durée du chantier. Voilà. Et du coup, il s'est approprié on va dire le bâtiment, ce qu'on y a injecté en termes on va dire de patrimoine matériel à travers les murs en terre, la paille, le mode constructif et tout ça. Et lui, il allait encore plus loin en allant justement à l'épuiser dans l'aspect instinctif de ces jeunes étudiants. Et donc, il allait faire on va dire de la cueillette et de sauvage dans la forêt avec eux. Il les a amenés à développer en fait leur sens gustatif différemment, mais en fait qui est dans la même lignée en fait, qui est une espèce de réconciliation avec quelque chose, on va dire de naturel, tout simplement. Et donc son travail a abouti au final, parce qu'il voulait laisser une trace de ce passage, en plus d'avoir créé beaucoup de liens entre les jeunes, les acteurs aussi des différentes associations de la commune. Il voulait laisser quelque chose qui laisse une trace de ce travail. Et donc il a vous dit, le totem, il voulait faire un totem et ça allait être un four. Voilà, dans lequel il pourrait faire des pizzas, par exemple. C'est à propos. Et donc, du coup, on a mis en place ce four en chantier participatif avec, il y avait l'éco-centre du Périgord, donc... Voilà, à l'époque en tout cas. Et il y a eu des compagnons bâtisseurs, enfin on a réussi à fédérer. Et donc voilà. Donc, ça c'est de l'extra, on va dire. C'est notre partie recherche à l'agence. On passe du temps, on ne gagne pas de sous. Mais en tout cas, on passe du bon moment. Voilà. On quitte la Drôme, on revient à Saint-Jour-de-Marenne dans les Landes, zone Atlantique Sud. Un projet donc de la société Les Champs de l'Atlantique qui nous a contacté pour concevoir un bâtiment qui est un bâtiment assez contraint par rapport à l'activité intérieure, qui est fait de plein de différentes pièces, fonctions qui ont des contraintes hygrométriques, température, hyper diversifiées, hyper contradictoires des fois. Donc c'est une usine qui transforme la graine de chanvre aujourd'hui et qui a vocation à vouloir aussi transformer l'ensemble de la plante du chanvre, à chaque fois les fibres
y compris des recherches sur les racines. Mais, donc on a une matière qui rentre en octobre à peu près, qui est à peu près des centaines de big bags de graines et qui rentre dans un bâtiment et qui doivent être toujours à température, jamais dépasser les 20 degrés. Donc ça, c'était une contrainte du bâtiment, c'était toute la partie, c'était de jamais dépasser les 20 degrés. Mais en même temps, on y mixait aussi à l'intérieur, il y avait les bureaux, il y avait le siège de la société, et donc tout ça, toujours pareil, dans un bâtiment le plus compact possible, le mieux orienté, et le plus biosourcé et le moins cher. Donc, voilà, un peu voilà, l'ensemble des contraintes sur un site en plus Atlantis-Sud qui était une espèce de no man's land avec, je crois que c'est une grosse usine qui fait de la bouffe pour animaux fonds, hein, qui a un très grand succès, et l'autoroute qui passe donc au niveau contexte paysager, on s'est plutôt retourné sur nous-mêmes en conception, et on a pris ça à la parcelle, on a juste regardé un peu où était le soleil, un peu, voilà, en termes d'organisation. Donc après, en matière comme ça, le blanc, donc c'est aussi un matériau donc réfléchissant. Ce que vous avez vu, donc c'était justement pour atténuer tout ce qui était impact solaire sur le bâtiment. Donc on a fait tout de suite le choix de partir sur un bac acier blanc pour recouvrir toute l'enveloppe qui, elle, à l'intérieur est plus complexe. Donc c'est un bâtiment, je vais peut-être passer de l'autre côté comme ça. Donc on a voilà, l'entrée de la matière, les éléments de toute la fabrication. En haut à droite, vous avez les chambres froides. Qui sont, on a deux types de chambres froides d'ailleurs pour les huiles et avec des températures différentes. C'est des chambres froides positives qu'on a voulu, nous dès le départ, essayer de les avoir passives. Puisque c'était la plus grosse source de consommation du bâtiment. Et donc, des choses comme ça, on a tout l'espace de transformation au centre qui lui, doit être à 20 degrés avec tant d'humidité, pas plus, pour pas que la graine sèche. Et ensuite, au fond, à la fin, c'est tout ce qui est stockage, emballage, avec encore, cela c'est plutôt 10 degrés maximum pour le stockage, puis l'emballage, on est plutôt sur des codes du travail, donc du 18-20 degrés, et donc c'est plein de microclimats. Et donc après aussi à l'étage, on a encore d'autres choses. On a donc à droite tout le système les bureaux, sur un bâtiment très compact, très large, enfin sur une trame industrielle, mais avec des bureaux qu'il faut aménager au centre, donc il y a aussi comment y amener la lumière. Les espaces de transformation qu'eux avaient besoin de 10 mètres de haut, 6-7 mètres de hauteur, et donc qui était au centre, et de l'autre côté des cuisines, donc puisqu'ils testent aussi, ils avaient des laboratoires de cuisine pour tester la transformation du chanvre en protéines en MFU, un travail qui est un dérivé du tofu. Voilà, globalement, donc l'idée, donc c'est ce bâtiment compact a une enveloppe globale totale en bottes de paille. Des chambres froides, donc ces autres éléments en briques de terre crue, isolés par du béton végétal à l'extérieur. Donc c'est des murs avec la brique, on travaillait l'inertie de la chambre froide et isolé par l'extérieur en béton végétal. Donc c'est des épaisseurs de 40-45 cm, ce qui change un peu du panneau sandwich de 5 cm pour les chambres froides. Donc, alors là, on a technique, la paille à l'intérieur, avec tout le système structurel à l'extérieur, et donc tout l'intérieur aussi enduit-terre. Ici, on voit un peu les coupes, une coupe un peu sur les chambres froides, les bureaux dessus, et là, on considère que c'est trois microclimats qui fonctionnent complètement différents, et donc aussi les matériaux, on sait voilà, la sensibilité qu'ont ces matériaux à l'humidité, au transfert de vapeur d'eau, et en fonction aussi des états. Donc ça a été à gérer, ça a été assez complexe. On a passé beaucoup de temps à bien étudier chaque problématique,
le point de rosée dans le béton végétal. Enfin, voilà, il y a eu quand même un travail à l'intérieur. L'enveloppe extérieure était beaucoup plus simple techniquement et on avait déjà l'expérience de ça. Donc voilà, après... Alors après, on avait fait un petit exercice justement de voir un peu sur un bâtiment comme ça, un peu la part du biosourcé, du biodégradable, on va dire, la part des matériaux réemployés aussi. Et finalement, les matériaux classiques, les bétons structurels, donc on était, je ne sais pas si vous l'avez fait vous à chaque fois, mais peut-être qu'avec le... c'est assez intéressant, on travaille en volume, en cubage. Et donc là, on était à 60% de biosourcés et 5% de réemployés. Et ce qu'on a réemployé, c'est la terre, je crois, et c'était tout. On n'a employé que la terre, il me semble qu'on avait autre chose. Donc 5% de terre, 60% de biodégradable, et le reste, 36% de béton, essentiellement, et on a compté aussi le bardage métallique dedans. Donc le principe, bon, par rapport à des locaux très sollicités, donc on a toute la masse béton à l'intérieur qui crée les planchers, les poteaux, les poutres, qui créent les coupe-feux aussi, beaucoup de contraintes de coupe-feu. Et de tout ça, on va l'emballer entièrement. Voilà, c'est l'enveloppe, la paille qui emballe le caillou, qui fait un peu la force aussi bioclimatique et l'inertie thermique qu'on avait besoin pour pas refroidir le minimum possible. Mécaniquement, on a des clims quand même qui sont mis en place, des groupes. Il y a les groupes froids, mais il y a aussi les clims à l'intérieur du bâtiment. C'était de les utiliser le moins possible, quoi, de réduire, mais on se les met quand même en sécurité pour pas qu'il y ait un risque économique sur l'outil. Mais je crois pendant les canicules 2021-22, l'année dernière qu'on a eu, ils ont allumé la clim dans l'espace, dans l'énorme espace, une semaine sur l'été. C'était l'été dernier qui faisait aussi très chaud, je crois. On a eu un petit moment, ça a duré une semaine seulement. Voilà, le système en fait ossature-bois, donc qui était, vous l'avez vu sur le système qui s'accroche en fait entre plein de portiques, parce que là on a des portées de plus de 20 mètres, donc on est quand même sur des systèmes en portique. Et système très simple, hein, là, ça va très très vite. En 3 semaines, on est arrivé en bas, à la photo du bas. Ça aussi, c'est l'avantage du ossature-bois. Et alors après, on voit juste en architecture, c'est comme c'est beaucoup de bureaux de travail, il y a eu demande beaucoup d'avoir tout de suite des espaces extérieurs. Sur l'extérieur, on peut sortir, et comme tous les bureaux étaient à l'étage, c'est pour ça qu'on a plein de petites boîtes qui viennent comme ça un peu habiter la façade pour que... Et donc une fois presque hors d'eau, pas encore hors d'air, on attaque le chantier paille, donc avec, je sais même plus le nombre de ballots de paille pour emballer un bâtiment de 1500 mètres carrés, je sais pas. Mais ça a été assez vite, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre, beaucoup de stagiaires, je crois, Benjamin, c'est là. Il avait une bonne équipe, un Manitou qui circulait là-dedans, avec tous les espaces qu'il fallait. Ça a été très vite. Et là, c'est la méthode, je ne sais pas si elle est courante encore aujourd'hui. Là, on l'avait employé, c'est un système où on pose les ballots comme des parpaings maçonnés. Et on les sangle tous les trois. Et finalement, c'est un manteau qu'on compacte et qu'on fixe à l'ossature bois au mur extérieur. Donc voilà, on se retrouve à cet état avec déjà toute cette paille environnante. C'est un moment assez agréable, hein, surtout sentir ces odeurs, où le bâtiment n'est fait que de bois et de paille tout à l'intérieur. C'est sur la photo du milieu là. Et donc après, une fois la paille faite, donc on a tout le système un peu constructif rapidement. On a mis aussi beaucoup de puits de jour à l'intérieur. Sur ces largeurs de 20 mètres, on a énormément des gros puits de jour là, de 3-4 mètres sur 2 mètres qui viennent éclairer naturellement les espaces. Le plafond placo, coupe-feu classique, mais efficace. Tout ça en haute. Après,
isolé en ouate de cellulose avec un comble ventilé. On a surventilé le fêtage aussi. On a un système de ventilation pour toujours dans cette idée de surtout pas surchauffer, enfin chauffer. Là la contrainte c'était de pas chauffer, c'était refroidir. Et on voit ici en bas, en haut, aussi toutes les partitions à l'intérieur des grandes zones, on va dire, et c'est elle qui faisait en fait le lien entre les différents microclimats et qui gérait en fait les différentes pièces selon la nature hygrométrique et thermique de chaque pièce. On l'a fait avec du végétal, c'est-à-dire qu'on a toutes les cloisons séparatives entre des lieux à climat différents sont gérées avec un béton végétal donc chaud. Chanvre-terre et moyennant, s'accrochant à l'intérieur, projeté sur une ossature avec une face canis et enduit terre de face. Voilà, et ça nous permet en fait de gérer l'acoustique, le thermique, l'hygrométrie et les différences. Et donc, puisque ça absorbe, ça rejette en fonction des différentes pièces, et c'est vivant. Et ça s'adapte. La terre, c'est là où en fait, j'ai rencontré un peu vraiment la construction de terre avec Laurent Goudet là, qui avait, je crois, Acter et Acta en béton végétal. Et donc qui lui a un peu découvert le Pays Basque, qu'il connaissait pas très bien. Et je lui ai dit, mais alors ça c'était à Saint-Jean-de-Marais. Je dis, nous, voilà, de notre expérience, la terre ici, on peut construire avec. Il faut qu'on puisse absolument utiliser l'argile qu'on a ici pour faire, je sais plus, 6 ou 7 000 briques, voire un peu plus pour les chambres froides, et voir si on peut l'utiliser aussi dans les enduits. Donc j'ai appelé tous les chantiers sur lesquels on était, des entreprises de VRD pour avoir tout une cartographie un peu des chantiers aujourd'hui avec la temporalité aussi, à quel moment on pouvait retirer les terres et surtout que lui vienne et fasse un diagnostic des terres, savoir si elles étaient bonnes à être employées. Donc on a passé une journée à faire plein de chantiers et donc à tester, à goûter les terres de chaque chantier, à prendre alors on les voit prendre des échantillons pour les ramener au laboratoire pour les tester en briques de terre crue. Et donc on est tombé sur le chantier de Sutard qu'on avait pour l'Office 64 et sur un tas de terre qui venait d'un fond de fouille, voilà, qu'on a à peu près, c'est pas forcément celui-là, c'en a un autre, et qui avait à la fois la volumétrie et les caractéristiques techniques pour être employé pour faire à peu près toutes les briques des chambres froides. Parce qu'on voilà, sur les 300 mètres carrés de chambres froides, il y avait du volume en briques. Et donc lui a fait venir, donc on a réussi, voilà, ça a été très compliqué aussi juridiquement de pouvoir réemployer ces terres, puisque aujourd'hui elles doivent être, c'est des déchets qui doivent partir en SDIS. Donc qu'on ne peut pas venir récupérer et réemployer en terre. Donc on a trouvé quand même un arrêté, un article, puis on a fait intervenir un bureau d'études environnementales qui a réussi à faire, selon des bordereaux, déclasser la terre en tant que déchet pour pouvoir la sortir du chantier, et pas la mener en déchetterie, venir court-circuiter ça et l'amener à Saint-Jean-de-Marraine. Et construire ces briques là à droite, voilà, c'est les briques construites avec cette terre qui demandait à peine un peu plus de sable pour qu'elles soient mécaniquement viables. Et donc moyennant aussi une briqueteuse, une presse mobile qui est venue sur place faire toutes les briques. Et donc la terre était dehors, la presse dedans, les briques se faisaient et elles étaient stockées. En bas à droite, près des murs à construire. 5 minutes maximum. Allez. Des questions. Très bien. Rapidement, mais la version, voilà, l'ensemble des structures. Alors on voit là les deux, tout ça est complètement, on vient tout emballer, colmaté de béton végétal sur les différents supports qu'on a derrière. Ça voit la brique, les bureaux qui sont en haut,
Et voilà, toutes ces cloisons, ensuite, on a sur l'ensemble de tous les murs paille, béton végétal, c'est que de l'enduit terre qui est venu recouvrir ça, tout à l'intérieur. Donc ça, c'est en réalisation. Et ça, c'est en finition. Donc voilà, là, c'est des vues des espaces de travail et industriels où tous les murs sont des enduits terre. Que de la terre partout. Alors, selon le mur, soit de la paille, soit du béton végétal. Au milieu, c'est les chambres froides qui sont à gauche. D'ailleurs, où il a fallu adapter des systèmes de portes étanches coulissantes industrielles à quelque chose de complètement artisanal. Et que ça fonctionne aussi, que ce soit hyper étanche. Et ça, c'est les espaces de travail. En haut, sur les bureaux, voilà, avec tous les murs, les puits du jour, la lumière qu'on a menée au centre. Et alors après, toute la partition dedans, on n'est pas allé pousser effectivement tout ça à mettre du tout naturel à l'intérieur. C'est des cloisons simples en placo qui permettent aussi, dans des espaces de travail, d'avoir une évolutivité beaucoup plus efficace si on doit faire une modularité. Si on va casser une cloison, c'est beaucoup moins compliqué que la terre ou le torchis. Voilà. Et là, c'est une revue une carte postale des. Bon, merci beaucoup pour votre présentation. On n'a pas beaucoup de temps pour les questions, je suis désolé parce que le temps court. On va prendre quand même quelques questions avec le micro, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, pour qu'on puisse enregistrer ça avec les films. Et je le dis tout de suite, on enchaîne, c'est bien, vous avez fait une transition parfaite. On enchaîne tout à l'heure sur la Terre, avec Maya de Nobatec qui va venir présenter un projet local sur la Terre, et avec Alizé de Terre de Bâtisseuse, qui va aussi parler des places la place des femmes dans la construction de terre notamment. Du coup, on va enchaîner juste après, ça va être assez rapide. Voilà, donc s'il y a des questions, c'est le moment. La question elle va être très rapide. Vous avez employé plusieurs fois le terme de béton végétal. Clairement, la composition, elle est à quoi ça correspond? Oui, tout à fait. C'est fin de batterie. C'est béton végétal, c'est chaux-chanvre ou terre-chanvre. Voilà. Et c'est 280 kg mètres cubes en densité. C'est quelque chose, et c'est autoportant sur 3 mètres à peu près. Ce n'est qu'en projection. Et on peut aller de 15 à 35-40 cm d'épaisseur. Pour le projet où il y avait différentes caractéristiques par espace à respecter, par exemple l'hygrométrie, la température, comment vous faites le choix de la composition des cloisons séparatives qui étaient des cloisons végétales? Du coup, est-ce qu'il y a un BET derrière qui préconise et qui valide tout ça? Il y a un BET qui fait un calcul, on a la paroi, on a le point de rosée, des choses comme ça, et puis il y a aussi... donc on évalue le risque, mais aussi... enfin, il y a plein de choses aussi qui rentrent en jeu, parce que le BET, il va regarder que la paroi. Et il ne regarde pas aussi les saisons. Il ne regarde pas non plus forcément les éléments, je veux dire, de ventilation aussi, comment on peut ventiler, enfin, je ne vais pas dire ça, peut-être pas être aussi radical, non, mais il y a d'autres choses plus sensibles, je pense, et qui fait qu'on a fait le choix aussi avec l'entreprise, avec Laurent Godet, de dire ce matériau va pouvoir accepter d'être mouillé à l'intérieur. Et la chaîne vote, qui elle accepte d'avoir un peu d'humidité à l'intérieur. Il y a des fois où on n'a vraiment pas pris de risque, au lieu de faire un terre-chanvre, un terre-chambre, on a fait un chaud-chambre, vraiment pour qu'on ne prenne pas de risque dans ce transfert d'humidité ou de retrouver l'humidité, donc on soit plus imperméable. Mais il y a aussi l'expérience et le savoir-faire qui fait, en plus du calcul. Vous avez présenté l'habitat collectif au tout début et qui était fait par un bailleur social. Et je voulais savoir si les participants au chantier, eux, c'était en tant que locataires ou en tant que propriétaires ou locataires futurs propriétaires. C'était de l'accession sociale à la propriété. Donc c'était des futurs propriétaires. Voilà. Mais il y avait quand même 2 locataires.
Ouais, il s'est avéré qu'ils ne pouvaient pas financièrement. Enfin, la banque ne suivait pas, mais ils étaient déjà embarqués dans le projet, donc ils ne les ont pas virés. Donc, il y a un bailleur social qui a acheté ces 2 logements pour placer ces foyers. Donc, c'est l'accession. Voilà, exactement. Ouais, c'est. Oui, enfin, je ne sais plus entre les VFA. C'est d'achat, en effet, c'est du locatif qui, à long terme, peut devenir de l'accession. C'est location-accession, ouais, voilà, j'ai pas les termes. Ouais. Ouais, voilà. Donc même les locataires ont participé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires, mais... Voilà. Mais il y en a une qui est déjà partie, pour d'autres raisons. Bonjour, est-ce que l'isolation de la toiture est la même que celle des cloisons? Quel projet? Les projets, enfin en général. Est-ce que la peinture? Non, pas la peinture. L'isolation des toitures. Ah oui. Toujours la même à chaque fois, ce qu'on utilise la même. Non, j'aurais tendance à répondre non. Enfin, en tout cas, sur ces projets, c'est pas le cas, ce qu'on a présenté. Là, on a plutôt de la paille en façade, et en toiture, plutôt de la fibre de bois ou de la ouate, ce que tu expliquais, ce qui est le cas aussi pour le projet, enfin, nos différents projets. Et c'est vrai que la réflexion serait de dire qu'en effet, on a plutôt tendance à mieux isoler. Aujourd'hui, la réglementation nous impose à beaucoup mieux isoler la toiture, c'est celle qui est la plus exposée. Et plutôt avec un matériau dense en temps d'isolant pour éviter que, parce que c'est là où la chaleur rentre le mieux, quoi. Donc c'est vrai qu'on aurait tendance à dire plutôt on va mettre la paille là-haut, mais ça pèse plus lourd, donc ça augmente la structure, c'est un incident sur les coûts, donc c'est toujours une affaire de dosage, mais voilà, je te laisse compléter. Oui, c'est vrai qu'après, là, en toiture, c'est beaucoup plus limité en termes de créativité, enfin d'emploi de matériaux, parce que déjà, il faut qu'on construise ces types de bâtiments, il faut déjà qu'on ait un couvert, enfin qu'on soit déjà couvert et étanche, et qu'après, il faut intervenir en fait par-dessous pour isoler les toitures. Donc en général, soit on souffle, soit on amène de la... Donc, voilà, moi, les 2 éléments que j'ai en tête, c'est la fibre de bois ou la ouate soufflée. C'est les plus... Et la boîte de paille aussi. Par-dessus, ouais, avant d'avoir la toiture. C'est assez risqué et ça demande des éléments de structure très costauds aussi. Bonjour. Sur le bâtiment industriel, pourquoi avoir fait le choix d'un bac acier blanc et pas un enduit terre teinté ou peint? Alors ça voulait dire mettre la paille à l'extérieur. Et en fait, ça marchait pas dans le ça marchait pas dans le pain de rosée parce qu'en fait le plus gros problème c'était en été, c'est-à-dire que c'était le même problème qu'en hiver, c'est-à-dire qu'on avait à l'intérieur un endroit très sec et frais à l'intérieur et à l'extérieur chaud et humide. Donc on allait avoir en fait il fallait que le frein vapeur il soit à l'extérieur. Donc déjà voilà, techniquement on avait ça surtout au niveau des chambres froides aussi. Et après, c'est la quantité, on avait un budget aussi, la quantité à couvrir, de la surface à couvrir était beaucoup plus raisonnable économiquement à utiliser un bac posé sur une ossature voilà, qui était apparente. On peut prendre une dernière question. Moi, j'ai juste une question un peu, on va dire, je ne sais pas si c'est architectural ou quoi, pour Dauphin Architecture. La ventilation haute avec la circulation basse qui est inspirée un peu des pays chauds, c'est au moment de... alors ma question c'est, est-ce que votre ligne graphique a défini, parce que vous avez des compétences à évaluer ça, en fait, cette circulation qui régule en fait la chaleur? Ou est-ce que dans la composition de votre équipe, il y a des bureaux d'études spécifiques qui savent évaluer en fait, ce dimensionnement d'ouvrage, parce qu'il y a une partie quand même en sol qui est importante et qui aussi détermine un trait graphique extérieur qui est marqué, qui est intéressant. Mais voilà, cette évaluation en fait est liée à une composition d'équipe et enfin, comment ça s'organise je ne sais pas si je suis très claire. Si, vous avez la réponse dans votre question. Hein. En effet, on travaille avec des bureaux d'études qui aussi nous
nous disent les contraintes si on veut aboutir à de la ventilation naturelle. Donc il dit pour qu'il y ait un tirage naturel, il faut qu'il y ait une telle amplitude entre le point bas et le point haut de ta cheminée, donc il faut qu'on crée des émergences. Donc après le design, on va dire, de la excroissance, ça c'est nous qui la faisons, on l'oriente plutôt sur, on va chercher les vents dominants à l'ouest, on va après mettre un vitrage de l'autre côté pour aller capter du soleil plutôt au sud, qui va éclairer du coup les briques de terre crue dans le couloir. Donc après, voilà, mais ça, on travaille beaucoup main dans la main avec le bureau d'études 180 degrés ingénierie par exemple, c'est un partenaire historique de notre agence. Je veux dire, c'est un ami, on travaille main dans la main, et voilà, donc il nous dit, bon voilà ce qu'il faut faire, et on le comprend tout de suite, on l'intègre. Enfin, voilà, il suffit de peu de choses en fait pour mettre en mouvement en fait le lien entre on va dire l'intention de l'ingénierie, ou même l'intuition qu'on dit on veut faire de la ventilation, ou on peut exploiter une ressource là, et eux ils le vérifient très rapidement à travers leurs outils d'ingénieurs de calcul. Voilà. Pareil pour cette crête en fait qui est même sur le bâtiment du bas, qui est elle a été composée assez bêtement, voilà, l'inclinaison à 45 qui était l'inclinaison optimale pour capter le soleil et qui permettait aussi d'aller capter de la lumière derrière sur l'autre côté. Bon, il y a des choses. Voilà. Donc oui, c'est un travail en collaboration, on n'est pas les seuls décideurs et on les écoute. Parfois. Souvent. Bon, merci beaucoup Hugues, merci beaucoup Boris.